Merci beaucoup. Donc, le CREMIS, c'est un centre de recherche situé en milieu de pratique qui est situé au sein du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Et bon, je m'appelle Rachel, je m'occupe de la mobilisation et du transfert des connaissances au CREMIS. On peut résumer ce grand champ-là comme des efforts qui sont dédiés au quotidien pour établir des ponts entre la recherche et différentes communautés. C'est sous cet angle-là que la présentation d'aujourd'hui va être faite. Vous allez voir que le projet dont il sera question a permis de croiser plusieurs types de savoirs, en particulier des savoirs autochtones, professionnels, personnels, des savoirs empiriques. On va s'attarder à la fois au constat découlant du projet, mais aussi à la démarche expérimentée. Donc, sur une base plus personnelle, je suis née au Québec, je suis de descendance canadienne-française blanche. Et ce projet a été mené en étroite collaboration avec Mary depuis 2021. Et ben, je te laisse poursuivre pour que tu puisses te présenter, Mary, et poursuivre la présentation. Thank you, Rachel, and thank you everybody for being here today. It's really exciting to be here and talking about this project. As Rachel mentioned, my name is Mary. I'm a research professional with CREMIS, specifically on this project. And I'm also a co-coordinator for the Indigenous Support Workers program, who we'll talk a little bit about later. They're one of the partners on this project. And yeah, oh, and I have a mixed background. Yeah, and that's when I have an Indigenous and a settler background, ancestors in my past. That's what that means to me. And there's a long story there, but we won't get into it because we're talking about cultural safety today. I'm ready for the next slide. Thank you. So we're going to start with a few quotes that we heard throughout the project and also just really influenced the direction of the project. One was in an early meeting with our partner organizations. One of our partners said, "There have been enough studies and research on Indigenous populations. Isn't there enough literature and research showing that the healthcare system is not culturally safe? What do the emergency room staff think? Could we focus our data collection efforts on them instead?" So that guided our project. And then we have another quote on the following slide. Thank you so much. At the end of our presentation, we'll show you some of the things that came out of the project, and this quote's featured there as well. "You're never treated the same way as everyone else. Everyone else, everyone else, everyone else. We're supposed to all be equal. They think you're Indigenous, and right away they say, 'Ah, he's an alcoholic. We'll treat him, and tomorrow he'll go back to doing the same thing.' And I've been through that." And this is from Stefan, who's one of the peer community members at the Indigenous Support Worker Project. Then we have a final quote to share, which I didn't put the English translation on the slide, but I have it in another window here. And so the translation is, "His death occurred under inhumane conditions. It's a wake-up call for our society, which must learn to transform the way we care for, support, and protect the most vulnerable members of our community." This quote is not from our project. It's from a coroner after the death of Raphael Andre. And she recommended that cultural safety be at the center of any initiative to prevent another death in similar circumstances. And if you don't know, Mr. Andre was an Innu man who died in 2020 near a shelter in Montreal. And to ensure measures are put in place to try to prevent another death in similar circumstances, Ms. Ganache stressed the importance of cultural safety when discussing the circumstances around his horrible passing, which was also important to this project. So sort of an agenda for our presentation today. We're going to go over the key elements of this participatory project that's taken place with CREMIS over the past 4 years. And we will identify key pieces that came out during the research. And we will also discuss how to promote culturally safe health and social services. So we're going to start with a definition of cultural safety. According to the Health Council of Canada, cultural safety is an outcome defined and experienced by those receiving a service. They feel safe. And then according to the MSSS, the Ministère de Santé et Services Sociaux,
It is an approach that recognizes the inequities experienced by Indigenous people and seeks to bridge these gaps through safety practices. Providing culturally safe care and services concerns all stakeholders in Quebec's health and services system, from government decision makers to practitioners. So the research questions that guided our project were: what is the state of cultural safety in emergency departments in Montreal? And also, what is the perception of the Indigenous health navigators who accompany members of the Indigenous community to emergency services as well as other health services in Montreal? So now we have a little overview of the project. It was a 4-year project that was taken on by Cremis, and one of the first things that Rachel did was approach various Indigenous organizations in Montreal and said, we obviously cannot lead a project on cultural safety without the partnership from a strong Indigenous community. You're the experts, not us. And we were really pleased that the Native Friendship Centre of Montreal agreed to be a partner. The Indigenous Support Workers Project agreed to be a partner. As I mentioned, that's how I kind of became familiar with the project. Then there was the Indigenous Health Centre of Tiohtià:ke and the Montreal Indigenous Community Network. And so the 4 Indigenous organizations in Cremis, we were trying to figure out how to implement a culturally safe approach in Montreal, and specifically within the emergency departments. So this project combines research and knowledge mobilization within a healthcare institution, and participating in this project was considered valuable by the partners who reminded us of the many challenges faced by Indigenous communities participating in research in Quebec and elsewhere. Therefore, honoring principles such as the OCAP principles, which stands for ownership, control, accessibility, and production, it became a central piece of the project. How to honor Indigenous knowledge and whatnot. And so this was particularly embodied within our project, within the signing of a collaboration agreement between the CCS MTL and the partner organizations. And personally, I found it really exciting to sort of memorialize or have sort of the OCAP principles officially signed by sort of a large health institution as well as smaller Indigenous organizations. That felt like a really big part of the project, and we didn't even get to the research and whatnot yet. It's been exciting since day one. Mary, je vais faire quelques remarques par rapport à ce que tu viens de dire pour, dans le fond, reprendre certains fils rouges. Euh, Dans le fond, dès le départ du projet, ce que Mary a raconté, c'est que on a eu de très bons conseils. Donc, dès les débuts du projet, on nous a recommandé de tout de suite contacter les organismes pressentis comme partenaires, avant même que la mouture finale du projet soit finalisée. Alors, cette tournée des organismes pressentis, ça l'a permis, à mon sens, à notre sens, de créer finalement un réseau de collaborateurs qui, après ça, a resté près du projet. On a ici les organismes partenaires formels et on pourrait aussi souligner la contribution active de Femmes autochtones du Québec pendant les 2 premières années du projet. Donc, Mary a déjà fait mention que dans la foulée de ces interpellations-là, il y a eu la création d'une entente de collaboration entre le CIUS Centre-Sud et les organismes autochtones partenaires. C'était une orientation forte aussi qui sortait des cadres de référence pour établir correctement des partenariats, des collaborations en matière de recherche autochtone. Donc, on pourra en revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais ça l'a pavé la voie finalement à la suite du projet et au travail de collecte qui a suivi. Je te laisse poursuivre, Mary.
Thanks, Rachel. I'm just going to say in English, we're not going to translate, but I will say in English that we did have a lot of contributions from Quebec Native women in the first 2 years of the project as well. They weren't official partners, but they did contribute particularly early on. And yeah, they were great contributors. We're very lucky to have them participate in those early years. Early on in the project, to figure out the state of cultural safety, I performed a literature review. And there was a pretty comprehensive literature review of Canadian emergency departments that was already done in 2016 by Berg et al. Berg is spelled B-E-R-G. And so I focused looking at literature post 2016. I started with a very large frame, looking internationally, then looked more specifically at the land we now call Canada, and then looked more specifically at Quebec. And so what we found was that access to emergency departments for Indigenous populations is a challenge everywhere where there are Indigenous and settler populations living in close proximity. There is no sort of best practices that exist that could be followed, and this makes me feel a combination of different ways. I'm glad that the situation here is not, the situation here is not great. However, it's not any worse than anywhere else. Like, as in, if there were best practices and they weren't being implemented, that would be awful. However, there aren't best practices, so it's still not okay that Indigenous folks are having problems accessing proper emergency care. So it's complex. And there's also, so what we found contributes to the current state of cultural safety in emergency departments. There are historical legacies, structural and organizational issues, and regardless of any other services available or anything else, it's absolutely essential that Indigenous folks can access safe care, of course. Also in the Lit Review, you can go to the next slide if you want, and I can just keep talking. Thank you. Also in the Lit Review, we talked about definitions of cultural safety specific to sort of the Canadian health context earlier in the presentation. However, I'll mention that the term cultural safety was first introduced to the nursing literature specifically in the 1990s by Ripidity Ramsden, who was a Maori nurse from what we now know as New Zealand. And so she was the one who really started talking about cultural safety within the health context. And she was talking it alongside concepts of cultural awareness, cultural sensitivity, cultural competency kind of gets lumped in here as well, but it's actually slightly on a different, it's a little bit different, whereas cultural awareness, cultural sensitivity, cultural safety is more of a spectrum, and then cultural competency is something different. Back to the lit review that we did, we found 4 themes that followed very closely to Berg's themes. Berg discusses in their lit review the theme of communication between practitioners and patients. And our lit review also found that communication was a very large theme, but there's also sort of a relational piece as well. It's not only the communication, but also the relationship between practitioner and patient. Those things go hand in hand and are obviously related, but they're also, like, you can have poor communication that results in a poor relationship. So you need to be thinking about the communication that's going to foster a positive relationship. That's kind of the idea. Another theme was workshops and training on Indigenous realities for healthcare professionals. Another theme was the constraints and capacity of the emergency departments. This was particularly in relation to environments of high turnover, a very fast-paced environment, reduced resources, these kind of ideas. However, it's also important
we learned that even though there are these constraints and makes the reality in the environment sort of very difficult or can be difficult to introduce culturally safe practices. However, it's not an excuse. These constraints do not mean that emergency departments don't have to be culturally safe. And then finally, but not super surprisingly, the final theme we found was racism and discrimination against Indigenous folks that impacts their health and also their ability to seek health services. Peut-être un point par rapport à ce que Mary vient de dire dans la manière d'investiguer le thème de la sécurisation culturelle. On a eu plusieurs conversations en regardant la littérature, mais aussi en parlant avec les partenaires impliqués pour essayer de distinguer ce terme-là ou faire un peu, voir un peu plus de clarté par rapport à d'autres termes comme par exemple la notion de compétence interculturelle, de sensibilité interculturelle. Où est-ce que se situe finalement la sécurisation culturelle dans tout ça? Et quand on regarde de manière plus spécifique les écrits sur cette question-là, ben, la sécurisation culturelle, elle appelle vraiment à s'attarder au rapport colon-colonisé, à s'attarder aux questions plus spécifiques touchant aux effets dévastateurs du colonialisme pour les populations autochtones. Les partenaires ont souhaité qu'on ajoute toujours à nos titres sécurisation culturelle autochtone parce que eux-mêmes sentaient que parfois la sécurisation culturelle devenait une espèce de terme parapluie pour parler de bien des choses importantes comme par exemple la compétence interculturelle. Ceci étant dit, lorsqu'on regarde les définitions plus spécifiques, on voit que la sécurisation culturelle, elle invite vraiment à délimiter la conversation et les réflexions sur les rapports colon-colonisés dans un contexte de regarder aux populations autochtones affectées par le colonialisme. Donc, merci Mary pour ce récap, entre autres, là, de la littérature qui a été regardée plus près dans le projet. Je propose de plonger de manière un peu plus détaillée dans la démarche qui est expérimentée dans le cadre du projet, qu'on peut finalement le résumer en deux grands blocs. Donc, le premier bloc, ça a été d'effectuer un état des lieux de la sécurisation culturelle au sein des urgences hospitalières, telles que perçues par le personnel y travaillant. Hein, on a vu dans les citations de départ que Mary elle a présenté, on nous a fortement recommandé de ne pas encore aller interviewer les sujets autochtones, puisqu'ils l'ont assez dit. Et c'est mentionné à grands traits que de leur point de vue, le système de soins et services sociaux, ça pose d'importants défis, la question de la sécurisation culturelle. Donc, ce qu'on nous a recommandé, c'est de s'intéresser davantage à la perception interne. Évidemment qu'on voulait quand même pas perdre la perspective de ceux et celles qui s'y connaissent davantage et qui sont témoins de l'expérience des patients, patientes des Premières Nations métisses et Inuits dans le réseau. Donc, on a aussi effectué des focus group pour aller chercher la perspective de navigateurs et navigatrices de santé autochtone. Donc, il est possible que dans la salle, il y ait des personnes qui connaissent mieux l'univers, en fait, des navigateurs et navigatrices. Ce sont généralement, là, en gros, des personnes, du personnel employé par des organismes communautaires autochtones, dont les fonctions les amènent à accompagner des patients, des patientes des Premières Nations métisses et Inuits dans le réseau de la santé et plus spécifiquement, là, souvent dans les urgences. Comme Mary l'a dit plus tôt, ce bloc 1, l'état des lieux, a exigé dans un premier temps d'établir des partenariats avec les organismes, d'en arriver à une entente de collaboration entre le CIUS Centre-Sud et les partenaires en s'appuyant sur les lignes directrices relatives à la recherche en contexte autochtone. Je mentionne le plus spécifiquement les travaux de Femmes autochtones du Québec et de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador qu'on a regardé plus spécifiquement pour établir cette entente-là.
À terme, ce qu'on souhaite faire, c'est de rendre l'entente générique, en fait, en produire une version générique pour la rendre accessible sur le site web du CRENIS, de manière à pouvoir finalement faciliter le développement d'autres projets. C'était une demande explicite faite par les partenaires autochtones impliqués. S'intéresser à la question des urgences, c'était un besoin ou une orientation qui ralliait à la fois le personnel de l'interne consulté en départ de projet et aussi les organismes autochtones qui ont été sondés au début. Ce qu'on nous a reflété, c'est que le CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, je pense qu'on est le plus gros, on s'amuse à dire qu'on est le plus gros CIUS du monde, mais en fait, je pense que c'est vrai. C'est 27 000 ou 28 000 employés, c'est des centaines et des centaines de sites de services. Donc, ce qu'on nous a fait remarquer, c'est qu'il y avait une exigence de circonscrire le projet afin de s'attarder à un milieu un peu plus défini. Et c'est là que les urgences hospitalières sont devenues comme un lieu névralgique d'intérêt à regarder. À la fois, c'était une perspective que ramenaient les organismes autochtones, mais aussi l'interne, les personnes consultées à l'interne du CIUS Centre-Sud. Mary a bien placé là, les défis que posent les urgences et l'importance de regarder de plus près ce milieu de pratique. Ceci étant dit, puis c'est avec cet esprit-là que la présentation d'aujourd'hui est faite. Ce qu'on souhaitait, c'est pouvoir, oui, faire un état des lieux, effectuer un état des lieux de la sécurisation culturelle en s'attardant aux urgences hospitalières, mais on souhaitait aussi pouvoir s'en décoller aussi, de manière à pouvoir nourrir, inspirer d'autres milieux de pratique. Donc, ce qu'on vous livre, c'est aussi des constats ou des observations qui pourraient certainement venir nourrir une série d'autres actions qui ne se délimitent absolument pas au périmètre des urgences. Il y avait un deuxième bloc qui était, dans le fond, un partie prenante doit intégrer au projet, c'est-à-dire de produire différents outils de soutien à la pratique, vidéoclips, des balados, des synthèses, rendre accessible finalement du matériel de formation. Il est clair là, que plusieurs personnes qui sont ici aujourd'hui venaient avec cette idée de pouvoir partir de quelque part. On le fait en toute humilité, on prétend pas que c'est complet, qu'on a quelque chose de complètement exhaustif, mais chose certaine, les partenaires, comme plusieurs personnes de l'interne consultée, disaient, ben, il faut garder des traces de ce que vous faites de manière à pouvoir faire vivre à petits pas l'approche de sécurisation culturelle. Donc, ça m'amène à rentrer un petit peu plus dans l'arrière-scène de la collecte de données, avant de rentrer dans finalement les observations et les constats. Donc, l'état de la sécurisation culturelle a donné lieu, pour pouvoir aller regarder l'état des lieux de la sécurisation culturelle, on a premièrement élaboré un questionnaire en ligne. C'est une collecte qui a été faite en 2023, à l'automne 2023, avec l'étroite collaboration de plusieurs personnes de l'interne, notamment là, de la direction des services infirmiers. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici présentes qui ont collaboré à la collecte de données, et la direction des services professionnels. Le personnel visé, c'était le personnel cadre et non cadre de l'hôpital de Verdun et l'hôpital de Notre-Dame. Et le questionnaire qui a été construit s'inspirait de cadres de référence. Là, vous avez les sources à l'écran. C'est un questionnaire qui a été co-construit avec les partenaires autochtones. Ça a donné lieu aussi à des pré-tests avec du personnel interne. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont testé qui sont ici. Merci encore pour votre participation. Tout ça, finalement, c'était des manières dans le fond, cultiver ou de faire en sorte de créer finalement l'adhésion au projet. Comme n'importe quelle collecte de données, ben, il y a des limites à la collecte que je vous partage ici. Donc, premièrement, bien, on le sait qu'en dépit du fait qu'on a eu quand même une participation intéressante dans un contexte où on souhaitait rejoindre du personnel travaillant dans les urgences, souvent happé dans l'urgence et de la surcharge, on le sait que l'hôpital de Verdun n'a pas pu participer à la hauteur de leur intérêt.
Donc, quand on a lancé la collecte, on nous a informé qu'il y avait des éléments, des défis conjoncturels qui faisaient que la participation de Verdun allait vraiment moins être importante que prévu. Donc, les données sur lesquelles on s'est appuyé, qui ont permis de nourrir les conversations qui ont suivi, bien, elles sont principalement tirées de la participation du personnel des urgences de l'hôpital Notre-Dame. On a aussi été informés au fil de nos échanges avec les membres du comité de recherche. Là, je vais venir à ça dans quelques minutes. On nous a informé que le sondage avait circulé de manière plus active au sein de réseaux d'infirmières et d'infirmiers plus établis, donc avec des chiffres de jour, avec un certain nombre d'années d'expérience. Et moins dans le personnel un peu plus précaire, moins dans des réseaux de proposés aux bénéficiaires, par exemple, ou des travailleurs et travailleuses plus contractuels. Aussi, ça c'est non négligeable, on devait faire des choix pour avancer dans la collecte et c'était de manière plus opératoire, beaucoup plus simple pour nous d'orienter la collecte avec, en s'attardant au personnel du CIUS Centre-Sud. C'est-à-dire que les agents et les agents de sécurité n'ont pas participé à la collecte de données puisque un bon nombre de ces corps d'emploi ne sont pas du personnel officiellement sous CIUS Centre-Sud. Et évidemment, on nous l'a remarqué, on nous l'a fait remarquer à plusieurs reprises que pourtant, l'expérience des usagers, des usagères aux urgences est significativement influencée par le contact avec les agents de sécurité. Donc, et évidemment un autre élément, une autre limite, c'est que un réseau, le bassin finalement de personnel dans les urgences bouge très, très vite. On nous a mentionné dans le projet qu'il n'y a rien de plus instable qu'un hôpital. Ça bouge continuellement. Donc, il est évidemment clair que depuis la collecte en 2023, il y a eu un important roulement de personnel. Donc, et le sondage, ce n'est pas une photographie juste et actuelle de l'état de la sécurisation culturelle à l'hôpital Notre-Dame. On a toujours avancé dans les données et avec la conversation sur les données en disant c'est un tremplin. C'est un catalyseur pour stimuler des conversations, se saisir les données comme point de départ pour avoir des échanges et créer un espace à cette fin. Fait que, je sais pas, Mary, if you want to translate some ideas, puis après ça, on va rentrer dans la mécanique du comité de recherche. Thank you, Rachel. I'm just going to mention a few things about the limits that Rachel just discussed in English before we continue. So in regards to limits of the questionnaire that we built and distributed to Notre Dame and Verdun's emergency department staff, Notre Dame was able to support participation in the study more than Verdun was. So there is more representation of staff from Notre Dame than there are from the Verdun Hospital in the survey. Also, we heard that the questionnaire was circulated amongst sort of the nursing staff more than it was sort of the more precarious staff within the hospital. So folks who are on temporary contracts, this kind of idea, the questionnaire might not have reached them, or it might have, we don't really know, but we just know that it was circulated broadly within communities of like the nursing communities and less amongst other staff. Finally, because the questionnaire was focused on healthcare staff specifically, we did not talk to people like security guards at the hospitals, and the security guards play a really big role in access, particularly when it comes to marginalized populations, and so there's a whole other side of access that we're not getting a snapshot of with this particular questionnaire. But nevertheless, the data that we ended up with was very rich and wonderful for the research committee to work with. Thanks, Rachel. Merci, Mary. Donc, on y va, on poursuit avec la mécanique
du comité de recherche. Donc, en début de présentation, j'ai souligné le fait que c'était un projet qui avait permis d'expérimenter une démarche de croisement de savoirs. Hein. J'ai dit des savoirs autochtones, des savoirs professionnels, personnels, empiriques. Et ça a pris particulièrement forme dans la création de deux comités. Donc, on avait un comité de gouvernance, mais pour les fins de la présentation, là, je vais m'attarder un peu plus au comité de recherche. Donc, ce comité incluait, en termes de composition, des membres partenaires autochtones, siégeant aussi sur le comité de gouvernance. Il y avait des membres de la communauté autochtone de Montréal, donc qui n'étaient pas nécessairement liés au projet, mais qui venaient offrir un éclairage en tant que Première Nation métis ou Inuit. On avait des membres du personnel du CIUS Centre-Sud qui avaient un pied, deux pieds ou de l'expérience dans les urgences comme infirmier ou comme infirmière et comme gestionnaire. Et il y avait des membres de l'équipe du CREMIS. Et dans le fond, ce qu'on a effectué, c'est 4 rencontres de manière assez intensive qui ont eu lieu de janvier à mai 2024. La manière de travailler ces rencontres, c'était qu'on extirpait, Mary et moi, des pans, des lots de données tirées du sondage qu'on mettait en conversation dans le comité de recherche. Donc, la fonction du comité de recherche, c'était vraiment de pouvoir nous aider à contextualiser et interpréter les données à partir finalement des tendances qu'on voyait émerger des données du sondage, mais aussi en les croisant avec les constats ou les grandes lignes du focus group effectués auprès des navigateurs, navigatrices de santé autochtone et aussi les grands constats qui émanaient là, de la littérature consultée dans le cadre du projet, dont Mary vous a fait un bref survol un peu plus tôt. C'était pour nous, pour le projet, c'était une manière, le comité de recherche, encore une fois, de pouvoir incarner à juste titre la place que les partenaires autochtones réclamaient vouloir prendre dans le projet, c'est-à-dire de les positionner comme experts, nous aidant à interpréter les données et non pas comme sujet, dans le fond, de recherche. Donc, les thèmes qui ont structuré les rencontres, c'était dans le fond des thèmes très, très proches des sections du sondage. Donc, par exemple, il y a une rencontre qui a porté sur l'auto-évaluation des connaissances du personnel en matière de sécurisation culturelle, l'auto-évaluation des compétences du personnel, les sources de formation du personnel en matière de sécurisation culturelle, les expériences de discrimination et du racisme en milieu de travail. Est-ce que je poursuis, Mary? Est-ce que tu veux dire quelques mots de ton côté? I don't think so. Thanks, Rachel. Parfait, excellent. Donc, on avance avec finalement les observations. Donc, les urgences sont traversées par d'importants défis, comme la pénurie continue de personnel, les changements de direction. Ce sont des milieux qui fonctionnent avec un rythme rapide, des ressources limitées, et les membres du comité de recherche ont mentionné à plusieurs reprises être conscients et conscientes de la conjoncture des urgences de Montréal et ont souligné à plus d'une reprise le fait qu'ils savent très bien que ces réalités dépassent souvent les leviers d'action du personnel terrain. Ceci étant dit, comme Mary l'a mentionné en parlant de la récension des écrits, les facteurs structurels ne peuvent pas être perçus comme des obstacles insurmontables parce qu'à tous les jours, il y a des patients des premiers PUP qui se présentent aux urgences et il est donc crucial d'offrir des services culturellement sécuritaires. Je souligne aussi le fait que les navigateurs, navigatrices de santé autochtones rencontrés ont souligné que plusieurs patients autochtones ont vécu des traumatismes en lien avec les institutions gouvernementales québécoises et ça se traduit encore une fois par une méfiance et une réticence à l'égard des services sociaux et de santé. Donc, les patients autochtones peuvent souvent tarder à consulter les services, ce qui fait que leur arrivée dans les urgences se fait souvent dans un contexte de stress, de peur et de détérioration subite de leur santé.
Mary, you tell me when you want to jump in. C'est bon? Yeah, perfect. Thank you. Parfait. Donc, je poursuis donc avec un des premiers grands constats, c'est qu'il y a un important fossé qui sépare les perceptions du personnel de l'interne ayant participé au sondage et les acteurs, les actrices des milieux autochtones ayant participé au projet. Donc, de manière générale, on remarque que le personnel sondé a généralement une perception positive de l'état de la sécurisation culturelle. Donc, si je vous donne un peu plus de matière par rapport à ça, dans le questionnaire, les participants étaient invités à identifier leur niveau d'accord avec une série d'énoncés portant sur leur auto-évaluation de leurs connaissances en matière de sécurisation culturelle, leurs compétences, leur niveau de formation. Si je peux vous donner une idée là, générale, juste un exemple, là, il y avait des énoncés du type l'urgence où je travaille est un lieu sûr pour les patientes des Premières Nations métisses ou inuits. Et après, les personnes qui complétaient le sondage devaient dire, ben, je suis tout à fait d'accord avec ça, je suis plutôt d'accord jusqu'à pas du tout d'accord. C'est un exemple parmi plusieurs énoncés qui faisaient partie du sondage. Et de manière très globale, lorsqu'on regarde les tendances, c'est que le personnel sondé avait une tendance à être d'accord avec les énoncés, c'est-à-dire qu'ils voyaient le milieu des urgences où ils travaillent comme un milieu relativement adéquat. Ils se sentaient généralement connaisseurs et compétents en matière de sécurisation culturelle. Voilà. Donc, ce sont des tendances généralement optimistes. Si on sentait parfois des hésitations, des gens qui ont sauté des réponses, qui peuvent révéler une certaine forme de malaise à répondre, il reste que de manière assez transversale, les données du sondage montraient un portrait relativement positif. Do you want to jump in, Mary? Sure. I can talk about that a little bit further. So what we found from the questionnaire that was circulated amongst the emergency department staff, that they had a pretty positive perception of how cultural safety existed within the emergency departments. I don't have it in front of me. So there'd be a question such as the emergency department I work in is safe for First Nations, Métis, and Inuit patients. And then folks would answer on a scale of I strongly agree, I agree, neutral, don't agree at all, etc., or prefer not to answer. And so we found that across the survey, folks tended to answer in a fairly positive light. And that was, yeah, that's all I have to add there. Et merci Mary pour ça. Donc, le portrait relativement positif d'un côté, ben, contrastait avec les expériences relatées par les représentantes des Premières Nations métisses inuits rencontrées, qui nous ont rapporté des situations graves à caractère souvent discriminatoire et raciste qui marquent le quotidien des Autochtones lorsqu'ils sont en contact avec les services d'urgence hospitalière. Donc, si on y va un petit peu plus de manière précise par rapport à ce que je viens de dire, ce qu'on nous a notamment partagé, les navigateurs, navigatrices ont rapporté avoir été témoins de situations où des personnes des Premières Nations métisses inuits n'avaient pas pu accéder à des services d'urgence faute de parler français. Et les représentantes des organismes autochtones ont également réitéré le fait que des situations où des personnes se voient refuser des services d'urgence sur la base de la langue, c'est très fréquent à Montréal et évidemment, ça affecte plusieurs personnes autochtones qui ont été socialisées et scolarisées en anglais sans leur aval lors de la colonisation. Donc, je vous partage une citation qui est très, dans le fond, résume ce que je viens de dire.
Donc, nous savons également que de nombreux Autochtones sont considérés comme des personnes en situation d'itinérance et des consommateurs de drogue ou d'alcool et ne sont donc pas traités avec dignité ou respect. Ça doit être dans ce rapport. De plus, sans que ce soit de notre faute, la langue dans laquelle on a été colonisé est souvent l'anglais et au Québec, on vous refusera des services pour cette raison. Ça m'est arrivé et c'est arrivé à bien d'autres aussi. Donc, c'est une traduction libre d'une personne, d'un des partenaires impliqués dans le projet. Donc, ça met la table. On vous invite à lire le rapport qui est disponible sur le site web du CREMIS si vous voulez en savoir plus et avoir un peu plus de détails, là, entre autres dans le dossier web et dans le rapport. Donc, dans le fond, pour clore le résumé des observations, il est important de souligner que l'ensemble des partenaires, des navigateurs, navigatrices de santé rencontrés sont sans équivoque. La situation actuelle est telle que de nombreuses personnes des premiers peuples préfèrent tolérer des blessures, des problèmes de santé au lieu d'aller consulter dans les services publics de santé et services sociaux. Donc, toute la question du non-recours aux services, c'est quelque chose qui est très, très, très évident dans la manière que le projet a pris forme et dans les constats. Plusieurs personnes ne vont même pas dans les services. Donc, en termes de conclusion, puis on pourra après ça changer de registre pour vous montrer, tenter de vous montrer des productions qu'on a faites en lien avec tout ça. C'est sûr que le projet, ça invite à poursuivre les initiatives de collaboration entre le réseau public de santé et des services sociaux, les communautés autochtones. Ça invite à formaliser des engagements concrets conformément aux recommandations de la Commission Vient, au principe de Joyce. Il faut assurer finalement des actions structurantes et pérennes. L'ensemble des collaborateurs et collaboratrices ont aussi souligné l'importance de faire connaître, rendre accessibles des activités visant à soutenir le développement des connaissances du personnel du CIUS Centre-Sud en matière de sécurisation culturelle. Si ce sont des constats qui sont difficiles, hein, c'est sûr que ce sont des observations et des constats qui soulignent qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a plusieurs personnes de l'interne qui ont soulevé le fait de vouloir avoir des prises pour avancer dans tout ça. Donc, en phase avec cette recommandation, le CREMIS a développé et mis en ligne un dossier web qui regroupe un ensemble de productions, le rapport de projet, la recension des écrits qui a été produite par Mary, des messages clés pour soutenir, donner des leviers d'action pour le personnel. Il y a des capsules vidéo, on va essayer de vous en montrer une. Tout ça dans l'idée de faire valoir le travail qui est fait aussi par les organismes autochtones, mais aussi pour donner le goût d'en apprendre, identifier des levées d'action, puis finalement inspirer le développement de projets collaboratifs futurs. Donc, avant qu'on se sorte de cette discussion-là, puis qu'on regarde les outils, j'aimerais ça peut-être mentionner le fait que récemment, il y a le protecteur du citoyen qui a sorti un important rapport la semaine dernière ou il y a 2 semaines sur l'état de la sécurisation culturelle à l'échelle nationale et les constats qui sont partagés ou qui émergent du rapport du protecteur du citoyen, c'est vraiment en phase avec ce qu'à l'échelle plus locale, on a pu voir dans le cadre du projet. Donc, on pourra vous rendre accessible ce rapport-là. Et évidemment que ce que ça révèle, c'est oui, il y a pas mal de travail à faire. Et le périmètre d'action outrepasse bien sûr le périmètre du projet dont il est question aujourd'hui. La responsabilité de l'établissement, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on a pu mener, puis ça l'appelle à des actions beaucoup plus structurantes qui impliquent l'ensemble de l'organisation. Je ne sais pas, je m'en allais en anglais, mais Mary, est-ce que tu veux parler un petit peu du protecteur du citoyen? Je te laisse prendre la balle si tu veux. Just a little bit, because
I heard a little bit about it, but then we talked about it a little bit more yesterday. There's been a recent report that's been put out about cultural safety that the themes that are coming out are very similar to ours. I was just looking for the links. I know we put them somewhere nice and easy to find them, but I can't find them in this moment. But anyway, it's another interesting report. Ours is available on the Cremis website, but we encourage you to look at the other report about cultural safety as well. It's a big issue.